Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale RSM. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre format et qui peut-être nous rejoindraient pour la première fois, les matinales RSM, ce sont des webinaires que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises en lien avec les larges domaines d'expertise de RSM, donc social, fiscal, financier ou RH. Et on se retrouve aujourd'hui avec une thématique sociale RH, puisque nous allons aborder les étapes clés d'un départ en retraite réussi. Une thématique à fort enjeu et qui vous concerne aussi bien en tant qu'entreprise, qu'employeur, qu'en tant que particulier. Avant de laisser la parole à nos experts du sujet, quelques mots rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux. Nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et puis RSM, c'est également un réseau présent à l'international et nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc je dirais que nous sommes un cabinet pluridisciplinaire puisque tous les différents métiers et expertises de RSM nous permettent de couvrir un large spectre de sujets concernant vos structures. Nos experts du sujet qui vont, pardon, excusez-moi, animer cette matinale aujourd'hui. On a Isabelle Pluton qui est donc experte retraite dans le bureau de Lyon et Jean Rodolphe qui est gestionnaire de patrimoine au bureau de Strasbourg. Et pour ma part, je suis Aurélia Bénas, consultante conseil RH et je serai plutôt là pour accompagner le webinaire. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la parole à nos experts, donc Isabelle et Jean Rodolphe, qui vont dérouler cette présentation. Merci Aurélia, bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire. Alors, je vais Bonjour. vous présenter le sommaire. Alors, le meilleur conseil que nous puissions vous donner aujourd'hui en matière de retraite, c'est d'anticiper le sujet le plus tôt possible. Quand on me demande de réaliser un bilan retraite, je vois bien que ce qu'on attend de moi, c'est une date, un montant. Et en réalité, il y a toujours plusieurs possibilités et qui dépendent principalement de vos envies. Alors, l'objet de ce webinaire, c'est d'identifier les dates de prise de décision et je dirais, il n'y a pas de secret. Pour optimiser sa date de départ, il faut connaître les règles du jeu. Donc, la toute première étape, c'est l'édition de votre relevé de carrière et je vous donnerai les outils pour bien le comprendre. Il faut vraiment faire une lecture critique parce qu'il y a toujours des erreurs. Donc, ce qu'il est indispensable de connaître, c'est quelles sont ces dates possibles de départ et leurs incidences financières. Et bien sûr, de connaître les dispositifs particuliers qui sont à votre disposition. Sachant que ce sont des décisions définitives, il faut anticiper. Puis en quatrième point, je laisserai la parole à notre gestionnaire de patrimoine, Jean Rodolphe, qui vous parlera de cumul emploi-retraite. Alors notre credo, c'est pas parce qu'on liquide ses droits à la retraite qu'on s'arrête de travailler. Il vous parlera de stratégie de rémunération, de statut. On parlera également de retraite supplémentaire facultative. Voilà. Si vous êtes d'accord, je vais vous proposer un petit sondage sur, alors ce sont des chiffres qui sont sortis en début d'année 2024, sur la moyenne de l'âge de départ à la retraite en 2023. Puis on reviendra sur ce sondage que vous devez trouver à droite de votre écran. Donc, on va vous proposer plusieurs dates. Donc, quel était l'âge moyen de départ en retraite en 2023? Et alors, je ne sais pas si vous avez Aurélia, ils ont les 4 possibilités qui apparaissent pour eux? Tout à fait. OK, super. Allez, ben, Et on je continue. vois que tout le monde s'est lancé sur, sur Super. le sondage. C'est en route. Alors donc, faire un état des lieux de son relevé de carrière, première étape. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a plus de 40 régimes de retraite différents. Donc, c'était difficile de vous présenter 40 pyramides. Donc, nous avons fait le choix de vous présenter les 2 statuts les plus importants par le nombre de personnes concernées. Donc, le salarié ou assimilé salarié, type président de sa SAS, ou le travailleur non salarié, par exemple, le gérant majoritaire de sa SARL. Donc, ce qu'il faut retenir de la retraite, c'est que c'est au moins 2 pensions de retraite. Une retraite de base et une retraite complémentaire qui sont obligatoires.
Donc le salarié et le TNS ont la même retraite de base, l'assurance retraite. En matière de retraite, eh ben, le salarié va cotiser à l'Agirc Carco, tandis que le TNS va cotiser auprès du RCI. Si dans votre carrière, vous avez été salarié, puis TNS, vous avez été indépendant, à ce moment-là, vous aurez au moins l'assurance retraite, l'Agirc Carco et le régime complémentaire. Donc ça veut dire que quand vous liquiderez vos droits à la retraite, eh bien, concrètement, tous les mois, vous aurez 3 virements sur votre compte. Donc le sommet de la pyramide, c'est le régime supplémentaire facultatif, donc on reviendra largement là-dessus, qui viendront compléter vos retraites obligatoires. Alors, quand on parle de retraite, principalement dans les médias, en fait, on parle toujours de la retraite de base. Pourquoi? Parce qu'on parle des trimestres et on parle des 25 meilleures années. Et il faut savoir qu'en plus, cette retraite de base, elle est plafonnée. C'est un maximum de 1 756 € net par mois. Et je vous expliquerai comment on obtient ces 1 756 €. Il faut savoir qu'à côté de ça, il y a tout un volet de retraite complémentaire, l'Agirc Carco, le RCI, qui ont un mode de fonctionnement très simple. C'est-à-dire que plus vous avez de rémunération, plus vous avez de revenus professionnels, et ben, plus vous aurez de points. Et ce qui est important de comprendre en matière de retraite, c'est que vraiment de il y a plusieurs interlocuteurs. Donc si vous appelez l'assurance retraite et que vous lui parlez des points, vous appelez pas au bon endroit, concrètement. Et inversement, si à l'Agirc Carco, vous leur parlez de votre trimestre, ça va pas marcher non plus. Donc vous avez plusieurs interlocuteurs, plusieurs caisses et il faut vraiment parler à la bonne caisse de retraite. Alors, on ne peut pas parler de réforme en 2024 sans aborder la réforme 2023. C'est la première fois qu'une réforme des retraites impactait directement les personnes qui avaient 62 ans et qui allaient partir à la retraite. Donc, ça concerne toutes les personnes nées à compter du 1er septembre 1961, avec un recul progressif de l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 64 ans. Et bien sûr, une augmentation du nombre de trimestres requis. Donc là, je vais vous montrer un tableau qui donnera le détail de tout ça. Donc la première colonne, vous avez les années de naissance et en deuxième colonne, l'âge légal. Donc l'âge légal et les 3 termes que je vous ai mis à côté, l'âge légal, nombre de trimestres requis, taux plein, c'est vraiment 3 choses qu'il faut bien avoir compris pour pouvoir voilà, parce que tout le long du webinaire, on va revenir sur ces 3 mots qui sont essentiels. Donc l'âge légal, c'est l'âge minimum des départs à la retraite. Ça veut dire que sauf, dispositif particulier type carrière longue, handicap, voilà, il n'est pas possible de partir avant cette date-là. Donc je prends l'exemple de 1965, eh bien c'est 63 ans et 3 mois. Donc ça veut dire qu'à partir de cette date-là, vous pouvez liquider vos droits à la retraite. La dernière colonne, c'est le nombre de trimestres requis. Donc ça, c'est la deuxième partie du contrat. C'est 169 trimestres avant la réforme, plus 3, donc 172. Donc pour les personnes nées en 1965, l'âge légal, 63 ans et 3 mois. Et si je veux remplir le contrat complètement, il faudra que j'ai validé 172 trimestres pour atteindre le sésame, le taux plein. Donc ces trimestres, comment on les acquiert? Donc il y a 2 manières. Il y a des trimestres qui sont cotisés ou des trimestres assimilés. Donc les trimestres cotisés ne sont pas calendaires, ça veut dire c'est pas parce que j'ai travaillé 90 jours que j'ai validé un trimestre. C'est un montant en fait. Un trimestre cotisé, c'est 150 SMIC horaires. C'est décidé, en tout début d'année. Donc en 2024, c'était 11,65 €. Donc en 2024, il faut avoir cotisé sur la base d'une rémunération brute de 1 747,50 € pour valider un trimestre. Et donc pour valider 4 trimestres en 2024, c'est 6 990 €. Voilà. Donc si je donne l'exemple d'un étudiant qui a travaillé un mois au mois d'août et qui a une jolie rémunération de 1 800 €, eh ben, il aura validé un trimestre. Certaines périodes non travaillées valident également des trimestres qui sont dits assimilés. Alors, je vous en donne les exemples les plus connus, enfin ceux qu'on voit le plus sur les relevés. Maladie, maternité, donc 60 jours indemnisés valide un trimestre. 50 jours de chômage valide un trimestre.
90 jours passés sous les drapeaux valide un trimestre. Il y a souvent quelque chose que les gens connaissent un petit peu moins, c'est la VPF, mais qu'on voit quand même souvent. C'est des personnes qui ont bon, qui ont perçu des prestations de la CAF type, la page de base et à ce moment-là, la CAF a cotisé pour eux. Voilà, donc ça, on le voit quand même aussi fréquemment sur les relevés. Alors, comment on édite son relevé de carrière? Alors, c'est relativement simple. Il faut aller sur le site de l'assurance retraite et avec vos identifiants France Connect. Alors, ça peut être ImpôtGouv pour les plus connus, qui vous permettent de faire votre déclaration fiscale ou Amélie qui vous permettent, de se connecter à la CPM pour vérifier vos indemnités, perçues. Alors, vous avez donc, un relevé type en première page, info retraite, alors à gauche, entouré 171 trimestres requis pour partir à taux plein pour cette personne et on voit qu'elle en a déjà validé 144 et qu'il lui en reste 27 à obtenir pour atteindre le taux plein. Donc en deuxième page, très intéressant, on a toutes les caisses auprès desquelles on a cotisé. Donc en l'occurrence, là, cette personne, eh ben, elle a cotisé auprès de 3 caisses, l'assurance retraite, donc la retraite de base, qui a validé là 144 trimestres. Ensuite, c'est une personne qui a visiblement été salariée, puisqu'au régime complémentaire, elle a cotisé auprès de l'Agir Carco et donc elle a validé 2148 points déjà. Alors ce relevé, quand on l'édite maintenant, on aura les chiffres au 31/12/2023. Donc là, c'est une photo de votre carrière passée voilà, qu'il va falloir, vérifier dans un premier temps. Après donc cette personne, elle a une troisième caisse qu'on voit pas très bien, qui est ici. C'est le régime complémentaire des indépendants et là, elle a validé déjà 5 290 trimestres. Pardon, 290 points, désolée. Alors, en troisième page du relevé, donc là, on commence d'avoir le détail année par année et c'est ça qu'il faut regarder très attentivement. Donc, une année qui s'est bien passée, je prends l'exemple de l'année 1990, eh ben, on a 4 trimestres et 610 points,6 qui ont été validés. Donc là, sur cette année, on a bien une retraite de base et une retraite complémentaire. Alors moi, quand je vois le relevé, je me pose la question, 1987, bah, pourquoi un seul trimestre? Est-ce que c'est juste? Pour pouvoir le vérifier, ben, il faut aller regarder ses bulletins de salaire. Voilà, et enfin, deuxième interrogation que je peux avoir, 1987-1988, bah, pourquoi je n'ai pas de régime complémentaire? Est-ce que c'est normal? Donc là, pareil, il faudrait sortir les bulletins de salaire, les retrouver pour pouvoir, vérifier si on a cotisé un régime, complémentaire. Alors c'est vrai que quand je fais un bilan retraite, les gens me disent: «Ah non, mais bon, c'était au début de ma carrière, j'étais pompiste». Mais en fait, ça peut, pendant l'été, vous avez très bien pu, avoir validé des trimestres et ces trimestres et quand je vous donnerai le coût, de racheter un trimestre, ça vaut entre 4 et 6 000 €, vous verrez que peut-être que le bulletin de salaire de quand vous avez été pompiste en 1979, et ben, il aura une vraie valeur, voilà. Donc si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque, que le service militaire, par exemple, n'a pas été enregistré ou qu'il manque des points, bon, il faut demander aux caisses, à partir de 55 ans, de mettre à jour votre carrière ou votre profil. Alors je ne vais pas vous cacher que les caisses sont quand même, assez débordées, que ces mises à jour de carrière, bah, c'est pas vraiment leur priorité, hein. Elles essaient déjà au moins de, faire partir les gens à la retraite, en temps et en heure. Mais il faut quand même le demander avec dans l'idée, si c'est possible, d'arriver à la liquidation de vos droits, avec, votre carrière remise à jour. Sinon, ben, au moment de la liquidation de vos droits, quand vous partirez à la retraite, que vous ferez vos demandes, bah, ça sera étudié à ce moment-là. Alors une dernière chose que je le dis toujours, attention sur vos profils, il n'y a pas vos enfants. Donc, on va revenir dessus, mais les trimestres enfants, mesdames, ne sont pas, indiqués dans votre compteur de trimestres. Voilà, donc il y a une démarche à faire. Voilà. Donc on va passer à la deuxième partie. Maintenant qu'on a, donc réussi à éditer son relevé de carrière, on va chercher à optimiser sa date de départ. Donc là, 2 slides super importantes. Première décision à prendre, c'est j'atteins l'âge légal, j'ai le droit de partir à la retraite. Donc par exemple, j'ai 64 ans, j'ai le droit de partir à la retraite. Il y a 2 cas de figure. Le premier,
je réunis le nombre de trimestres requis. Donc là, alignement parfait des planètes, j'ai rempli tout le contrat, j'ai l'âge légal et le nombre de trimestres. Il y a 2 possibilités. Eh ben, en vert, vous liquidez vos droits à la retraite à taux plein et vous vous arrêtez de travailler, ou alors vous pouvez avoir le choix de faire un cumul emploi-retraite, on reviendra dessus. Deuxième possibilité, vous continuez votre activité professionnelle et là, vous allez générer ce qu'on appelle de la surcote, et à ce moment-là, vous liquiderez vos droits à tout moment. Et là se pose une vraie question qu'il faut étudier et calculer, c'est: est-ce qu'il est vraiment intéressant, dans mon cas, de faire de la surcote? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de liquider mes droits à taux plein et de faire un cumul emploi-retraite? Donc là, c'est vraiment le premier choix véritable, que vous avez. Deuxième possibilité, on arrive à l'âge légal, 64 ans, et je ne réunis pas le nombre de trimestres requis. En vert, eh ben, je prends quand même la décision de liquider mes droits avec une décote. C'est mon choix et sachez que beaucoup de personnes le font. Voilà. Parce que l'envie de beaucoup de personnes, c'est: je liquider le plus tôt possible. Donc, si c'est en décote, la décote peut être tout à fait acceptable. Voilà. Donc vraiment, c'est important, c'est un choix. Si après on décide de reprendre une activité après avoir liquidé en décote, on reverra ça plus tard. On sera dans un autre type de cumul emploi qui est dit plafonné. Deuxième possibilité, donc à 64 ans, vous ne réunissez pas le nombre de trimestres requis et vous décidez de poursuivre votre activité professionnelle jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres requis, et donc à ce moment-là, vous pourrez liquider vos droits à taux plein. Voilà. Donc là aussi, c'est important de savoir, bah, ce taux plein, ce nombre de trimestres requis, je l'aurai atteint quand? J'aurai combien? Et est-ce vraiment intéressant? Voilà, et donc il faut le calculer, il faut mesurer pour pouvoir faire son choix. Je liquide avec des cotes ou j'attends le taux plein? Voilà, quel est l'écart et quel choix je prends? Il n'y a pas de bonne réponse en matière de retraite, c'est voilà, c'est chacun en fonction de ses choix de vie. Alors, un petit peu plus technique, mais très important pour les gens qui seraient intéressés par, le rachat de trimestres. Donc, comment se calcule la pension de l'assurance retraite? Donc les 25 meilleures années, bah, les voilà, ça s'appelle le salaire annuel moyen, on va revenir dessus. Les 25 meilleures années sont sélectionnées par l'assurance retraite. On peut imaginer que ce sont peut-être pour un salarié les 25 dernières. On multiplie par un taux, donc le taux plein, et le taux plein, bah, c'est pas du tout 100. Le taux plein, c'est 50 en France, voilà. Donc, si vous êtes en décote, le taux sera inférieur à 50. Si vous êtes en surcote, le taux sera supérieur à 50. La dernière partie du calcul de la retraite, c'est ce qu'on appelle la durée. Et donc, cette durée d'assurance, elle peut être proratisée si jamais vous n'avez pas validé le nombre de trimestres requis. Donc, les 25 meilleures années plus en détail. Alors, si je prends l'année 2024 par exemple, vous allez gagner 95 000 €. Le plafond annuel de la sécurité sociale cette année est de 46 368. Et ben, dans le calcul de mes meilleures années, et ben, c'est pas 95 000 qui va être retenu parce que les 25 meilleures années sont plafonnées par le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc dans le calcul de mes 25 meilleures années, c'est pas 95 000 qui va être retenu, mais 46 368. Donc ça, les gens sont un petit peu déçus parce que, voilà, ça, c'est pas quelque chose que l'on sait fréquemment. Après, il faut savoir que les indemnités chômage et maladie ne sont pas prises en compte. Donc souvent, quand on a eu des chômages ou de la maladie, eh ben, c'est pas des années qui sont retenues. Idem si on n'a pas travaillé toute l'année, si on a travaillé que 10 mois sur 12, le pass est proratisé. Donc là, pareil, ce sont des années qui sont pas retenues. Ou si on est à temps partiel, il faut savoir que le pass est proratisé également. Donc à nouveau, c'est pas, on n'aura pas forcément le plafond. Donc pour optimiser, bah, je dirais, ça a son régime de base idéalement, mais ça c'est il faut donc que ça soit les 25 meilleures années, ce soit les 25 dernières, et que vous ayez des rémunérations systématiquement au-dessus du pass ou au niveau du pass. Les enfants, très important au niveau de la retraite. Donc 8 trimestres sont accordés à la mère par enfant
nés ou adoptés. Alors, c'est 4 trimestres de maternité et 4 trimestres d'éducation. Donc avant la réforme des retraites, il était possible de transmettre au papa les 4 trimestres d'éducation. Depuis 2023, la réforme des retraites, c'est plus que 2 trimestres d'éducation. Alors attention, la fenêtre de tir, elle est vraiment extrêmement courte. C'est dans les 6 mois à partir des 4 ans de l'enfant. Donc ça, il y a pas si vous avez passé ce délai, c'est difficile à 60 ans d'en récupérer. À partir de 3 enfants, donc là, c'est un peu stop and go, c'est-à-dire 1, 2 enfants, il y a pas de majoration des retraites. 3, 4, 5, 6 et autres, majoration déjà de 10 de votre pension de l'assurance retraite. Et puis dernier point de la réforme des retraites, ça c'était pour consoler un peu, certaines personnes, c'est la majoration de durée d'assurance. C'est les parents qui valident le taux plein. Donc c'est par exemple, à soi 1 an avant l'âge légal, donc à 63 ans, j'ai déjà validé mon nombre de trimestres requis, bah, je peux pas partir parce qu'il faut que j'attende l'âge légal, 64 ans. Bah, il y a une petite compensation qui a été proposée par le législateur. Alors 67 ans, en matière de retraite, on en parle tout le temps, qu'est-ce que c'est? C'est le taux plein automatique accordé par l'âge. Donc 67 ans, vous arrivez à 67 ans, mais vous n'avez pas encore validé le nombre de trimestres requis. Eh bien, à ce moment-là, on vous propose quand même de vous accorder gracieusement le taux plein. Donc votre taux, ça sera bien 50. Et attention, je vous tire votre attention, c'est que la proratisation, elle existera toujours. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai cadeau qui est fait, mais bon, pas complètement. Alors, les départs anticipés, il y en a très peu, hein. Carrière longue est le plus connu. Carrière longue, c'est quand même 20 des départs à la retraite, hein. Et donc c'est beaucoup. Ça concerne, donc majoritairement des hommes, mais c'est assez fréquent. Alors attention, il y a 2 conditions cumulatives. La première que tout le monde connaît et donc souvent on me dit: «J'ai droit à carrière longue» et en fait non, parce qu'il y a bien une deuxième qui est tout aussi importante. La première, c'est d'avoir cotisé 5 trimestres ou 4 si on est né en fin d'année, avant certaines bornes d'âge. Donc avant la retraite, c'était 16, 18 et 20 ans. Depuis la retraite, et j'ai déjà vu le cas, des gens qui n'étaient pas éligibles et qui le deviennent. Maintenant, la dernière borne d'âge, c'est 21 ans, un départ possible pour carrière longue si vous avez validé 5 trimestres. Voilà. Donc c'est pour ça que le trimestre de quand j'étais pompiste, en début de ma carrière, il est là super important. Donc une fois que cette première condition, est validée, eh bien la deuxième, c'est d'avoir validé le nombre de trimestres requis. Alors attention, le nombre de trimestres requis, il est calculé de manière beaucoup plus sévère que pour le taux plein. C'est-à-dire que pour carrière longue déjà, bah, les trimestres enfants ne comptent pas. Donc les fameux 8 trimestres par enfant, on ne peut pas les comptabiliser là. Ensuite, si mon service national, j'avais validé 5 trimestres, ben, pour carrière longue, on n'en retiendra que 4. Et le chômage, idem. Si vous avez eu 2 années de chômage, sur toute votre carrière, ben, on n'en retiendra que 4. Voilà, donc c'est des conditions quand même qui sont très, très, spécifiques à ce dispositif et assez restrictives. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le sondage, faire une petite pause. Sondage, alors je sais pas, je vois pas les résultats, moi, si tu peux me dire? Alors, je ferme les votes dans un premier temps Ah bah, voilà. et donc il y a une majorité quand même de personnes qui ont répondu 62 ans. En deuxième position, 62 ans et 5 mois, Ouais, 63 ans pour 18 et pardon, excusez-moi, il y a une égalité ouais, ouais, entre 63 ans et 4 mois, et 62 ans et 5 mois. ouais. Et ben, c'est ça, c'est 63 ans et 4 mois, donc c'est vrai que c'est beaucoup. Il faut savoir que la retraite, en 2023, on avait 15 millions de retraités. Il y en avait 10 millions il y a 20 ans et 5 millions il y a 40 ans, avec une augmentation de l'espérance de vie de 7 ans. Voilà. Donc c'est 70 000 dossiers de retraite par an, ce qui est énorme et donc ça fait voilà, ce qui explique un petit peu, pourquoi nos caisses sont complètement submergées, aujourd'hui. Mais 63 ans et 4 mois, c'est vrai que c'est l'âge moyen de départ en retraite en 2023.
Donc maintenant qu'on a, édité son relevé de carrière, qu'on a vu à peu près, où se situait, notre date de départ, il faut savoir qu'il y a des dispositifs et des stratégies de fin de carrière. Donc la toute première, c'est l'opportunité de racheter des trimestres auprès de l'assurance retraite. Alors, on peut racheter 12 trimestres, donc 3 années, sur des années d'études supérieures. Attention, on vous demandera le diplôme, donc il faut qu'elle soit validée, et sur des années incomplètes. Alors, c'est quoi les années incomplètes? C'est des années où on n'a pas validé 4 trimestres. Voilà. Donc, ces trimestres, on le verra ensemble, le coût est assez, onéreux. Il dépend de votre âge, donc plus vous avancez dans l'âge, plus le trimestre est cher. À partir de 63 ans, ça redescend. Voilà, donc c'est fonction de son âge et de ses revenus. Je vous donnerai des exemples. Il y a 2 options qui vous sont proposées et ce sont des opérations déductibles de ces revenus imposables. Donc ça veut dire que plus votre tranche marginale d'imposition est élevée, plus votre retour sur enfin la rentabilité, le retour sur investissement si on veut, sera court. Voilà. Donc le rachat de trimestre, qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que c'est la possibilité de partir plus tôt à taux plein et idéalement à l'âge légal ou en tout cas se rapprocher le plus possible de l'âge légal. S'il vous manque 20 trimestres, moi je vous le dis déjà, le retour sur investissement, il sera très mauvais. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se calcule de manière précise pour se lancer dans l'opération et je conseille toujours de le faire plutôt, vers la fin de votre carrière pour être sûr de sa date de trimestre, enfin de sa date de départ, parce qu'on ne rachète pas des trimestres pour faire de la surcote. C'est vraiment une optimisation de fin de carrière. Je suis sûre de ma date de départ, je rachète au plus juste, hein, si je peux racheter moins de 12 trimestres, bah, c'est mieux. Voilà, donc il faut être vraiment sûr de son opération. Alors les options, je vais vous les expliquer. Il faut revenir sur la formule de calcul. Donc l'option 1, et bah, ça vous permet si par exemple à l'âge légal, j'étais en décote, le rachat de trimestre vous permettra en option 1 de racheter le taux et donc d'obtenir le taux plein plus tôt. Voilà. L'option 2 vous permet de racheter le taux et la durée, ce qui sera beaucoup plus favorable. Par contre, les coûts sont beaucoup plus importants et je vais vous donner des petits exemples. Voilà, donc en option 1, entre 60 et 62 ans et ben, on est à 3 275 à 4 510 € le trimestre et en option 2, entre 60 et 62, on est à 4 854 à 6 684 €. Voilà, donc c'est une opération onéreuse, mais il y a des retours sur investissement qui peuvent être extrêmement courts. Voilà, donc on en fait beaucoup, ce sont des opérations très intéressantes, et on verra plus tard pour le cumul emploi-retraite, notamment pour des gens qui veulent continuer à poursuivre leur activité post-liquidation, c'est des opérations très fréquentes. Juste un petit point, je te coupe juste Isabelle, Ouais, effectivement, il faut parler aussi du fait que le rachat il est déductible de l'impôt sur le revenu. oui, tout à Donc fait. pour des personnes avec des taux marginaux importants, à 41 ou une TMI à 41 ou 45%, effectivement, le coût, en fait, il est proratisé, quoi, Tout avec le à gain fait. d'impôt. La retraite progressive, alors ça, c'est mon dada, elle est relativement peu connue, ce qui est dommage. C'est pour ça qu'il y a assez peu de dossiers, chaque année, de retraite progressive. Je pense qu'avec le recul de l'âge, de départ à la retraite, les gens seront plus intéressés et j'espère que cette information sera largement diffusée. À l'approche de votre, départ à la retraite, on a la possibilité de réduire son activité professionnelle. Il faut la maintenir entre 40 et 80. Donc l'idée, c'est de cumuler une partie de sa retraite et une partie de ses revenus professionnels. Par exemple, si vous conservez une activité de 40, eh ben, vous percevrez 60 de votre pension de retraite provisoire. C'est possible 2 ans avant l'âge légal, à la condition d'avoir validé 150 trimestres et là, on compte bien les trimestres enfants. Voilà, et il faut savoir que des personnes qui seraient à 2 ans de l'âge de retraite déjà en temps partiel, mais là, c'est vraiment dommage de ne pas la demander. Parce que là, il y a rien à faire que d'initier le dossier de demande de retraite progressive.
Alors, j'ai fait une petite flèche qui vous permettra peut-être de revisualiser la chose. Donc, c'est 2 ans avant l'âge légal, 2 ans avant l'âge légal. Donc, par exemple, 62 ans pour quelqu'un pour qui l'âge légal serait de 64 ans. À 62 ans, on fait une liquidation provisoire. Donc, forcément, vous êtes en décote. Vous démarrez votre retraite progressive, donc on va dire que vous percevez, on va dans notre exemple de tout à l'heure, 40 de vos revenus et vous percevrez 60 de votre retraite provisoire. Durant toute la période de retraite progressive, vous allez cumuler de nouveaux droits à la retraite, donc vous continuez de valider des trimestres, vous continuez de valider des points. Puis on peut imaginer qu'à 64 ans après, voilà, les 2 dernières années, vous cessez complètement votre activité professionnelle, on liquide définitivement vos droits et là, vos pensions sont complètement recalculées en intégrant, les nouveaux trimestres et points, que vous avez, générés durant cette période de retraite progressive. Donc ça se calcule tout ça. Alors la liquidation des droits, donc ça, c'est pas une mince aventure. 5 mois avant votre date de départ à la retraite, on se connecte sur le site de l'assurance retraite et on demande sa retraite via l'onglet. L'assurance retraite va envoyer toutes les informations aux différentes caisses, mais c'est l'assurance retraite qui va donner le «la» à votre liquidation de droits. Si vous êtes en décote auprès de l'assurance retraite, ça va impacter toutes les autres caisses. Voilà. Quand on liquide ses droits, toutes les caisses vont vous poser des questions, donc c'est beaucoup d'échanges, en moyenne, il y a 3 caisses, donc en général, vous avez 3 interlocuteurs qui vous posent chacune leurs questions, chacune vous demande vos bulletins de salaire. Il y a des échéances à respecter très importantes. C'est là que votre carrière est mise à jour, voilà, donc ils vous demanderont des éléments, c'est à nous de faire preuve. Il y a un vrai rôle de chef d'orchestre, hein, parce que les caisses, on a l'impression qu'elles ne se parlent pas parfois, donc faut pas hésiter à intervenir et quand les notifications sont enfin émises, bah, il faut les contrôler avec précision parce qu'il y a très souvent des erreurs. Donc là, il faut réclamer, il faut se battre pour, avoir l'intégralité de ses droits et les corrections, elles peuvent mettre plus de 6 mois à intervenir. Donc c'est un process très long, 5 mois avant et au moins 6 mois avant, après votre départ à la retraite, le temps que toutes les corrections, soient appliquées. Alors je vais laisser la parole à Jean Rodolphe qui va vous parler de ce qui est possible après la liquidation de vos droits. Alors, Jean On t'en Rodolphe, on ne on t'entend t'entend pas. pas. J'ai oublié le micro, désolé. Pas de Bonjour souci. à tous. Donc, je vais reprendre quelques points dont Isabelle a déjà parlé précédemment. Donc, notamment le cumul emploi-retraite. Donc, effectivement, il y a deux possibilités, deux cas de figure. Donc, il y a le cumul emploi-retraite plafonné. Donc, où là, effectivement, on n'a pas requis on n'a pas coché toutes les cases en fait pour pouvoir partir à la retraite à tout plein. Alors, deux choses importantes par rapport à dans ce cas de figure. Donc, d'abord, les cotisations payées pendant le cumul emploi-retraite sont à fond perdues. Donc, il n'y aura pas de seconde liquidation possible. Donc, c'est un point important. Le deuxième point important également, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, il est possible d'avoir une perte de pension de retraite si vos revenus professionnels dépassent un certain plafond. Donc, à titre d'exemple, pour les TNS, vos revenus professionnels ne pourront pas dépasser 50% du PASS, donc approximativement aujourd'hui 23 000 euros. Si vous dépassez ce montant, votre pension de retraite sera diminuée. La deuxième chose également, c'est qu'un salarié devra attendre 6 mois aujourd'hui pour reprendre son activité auprès de son dernier employeur. On a le deuxième cas de figure, donc le cumul emploi-retraite libéralisé. Donc là, on a coché toutes les cases. On a le taux plein, on a les trimestres requis. Donc là, l'avantage, il y a deux avantages. C'est premièrement qu'on peut cumuler les deux, en fait, c'est-à-dire les pensions de retraite et les revenus professionnels sans limite, donc plus de plafond. Donc, le premier élément. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir régénérer des nouveaux droits à la retraite. Par contre, attention, cette deuxième liquidation, en fait, ne sera pas égale à la première. C'est-à-dire qu'il y aura également des plafonds quant à cette deuxième liquidation.
et notamment le fait que les premiers 6 mois sont également à fond perdu. Donc si on se dit on va faire un cumul emploi-retraite peut-être pour une durée assez courte, on peut se poser la question. Donc par rapport à ces deux éléments-là, aujourd'hui, on peut mettre des stratégies en place, notamment pour optimiser ces cumuls, avec un changement de statut au moment du départ à la retraite. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, alors je vais vous en donner un exemple simple. Vous étiez en SARL, TNS, vous voulez continuer en cumul emploi-retraite. Par contre, vous êtes en plafond, vous êtes plafonné au niveau du cumul emploi-retraite. Vos revenus professionnels ne pourront pas dépasser 23 000 euros. On pourrait se dire, on va passer en SAS et on va opter pour les dividendes. Donc effectivement, là, il n'y aura pas de plafond par rapport à cette activité-là, car les dividendes ne sont pas considérés aujourd'hui comme des revenus professionnels. Pour tout ce type de stratégie, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en jeu et beaucoup de paramètres. Et il va falloir vraiment analyser les situations pour que ce soit vraiment optimal. Alors, une fois qu'on a été liquidé ses droits, la deuxième optimisation possible, mais il aurait fallu l'anticiper un petit peu, c'est les retraites facultatives ou supplémentaires. Donc, il y a une liste aujourd'hui, vous la connaissez tous, je pense, on a tous entendu parler, les Madelins, l'article 83, le plan d'épargne retraite, le PERP. Alors, aujourd'hui, c'est des infos qui sont disponibles sur le site Info Retraite. Donc, vous pouvez les retrouver sur un petit onglet. Les assureurs commencent à les remplir petit à petit. Normalement, vous devez avoir l'ensemble de vos contrats. Donc, souvent, c'est sympathique. On s'aperçoit que notre patron, il y a 20 ans, a mis un petit article 83 obligatoire et on a un petit pécule de 5-6 000 euros qu'on avait complètement oublié. Donc, c'est vraiment important, en fait, d'en prendre connaissance. En 2000, par contre, je vais peut-être passer sur la slide d'après plutôt. Oui. Je vais vous expliquer d'abord en 2019, en fait, l'État a mis en place, via la loi Pacte, le plan d'épargne retraite, où ils ont décidé de cumuler un petit peu, de faire une enveloppe globale avec tous vos contrats. Ce plan d'épargne retraite, aujourd'hui, est composé de 3 compartiments. Donc, les choses importantes à comprendre dans le plan d'épargne retraite, c'est il y a 2 éléments. C'est les options à l'entrée et les options à la sortie. C'est-à-dire que soit à l'entrée, vous allez faire des versements qui peuvent être déductibles au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc là, on a une petite carotte fiscale qui peut être sympathique. Soit effectivement, vous pouvez avoir également une exonération de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Ou alors, vous pouvez décider également de ne pas opter pour la déduction en fait, fiscale. Car dans certains compartiments, on va s'apercevoir effectivement qu'à la sortie, ces montants sont également soumis à impôt sur le revenu. C'est-à-dire que quand vous allez toucher la rente ou le capital, vous allez devoir imposer ces montants, sauf dans le compartiment 2. Donc par rapport à ces éléments-là, il y a une chose très importante également, c'est la rédaction de la clause bénéficiaire. Aujourd'hui, ces contrats, en fait, si demain il devait vous arriver quelque chose, ne sont pas à fond perdu. C'est-à-dire que ça fonctionne un petit peu comme une assurance vie. Et les sommes versées sur le contrat tout au long de votre carrière, en fait, pourront être récupérées par vos bénéficiaires. Donc attention à la rédaction des clauses bénéficiaires qui sont aujourd'hui des clauses classiques. Et suivant votre typologie familiale, quelquefois aujourd'hui, on sait vrai qu'avec les familles recomposées, ces éléments-là, on se rend compte en fait que les personnes, que les rédactions ne sont pas du tout adaptées. Je vais revenir juste sur la slide d'avant, pardon. Donc effectivement ici, il y a lieu de gérer en fait ces contrats de retraite supplémentaire aujourd'hui, car les anciens contrats peuvent être basculés sur les plans d'épargne retraite. Aujourd'hui, la grosse force du plan d'épargne retraite, c'est qu'on peut sortir en capital. Avant les contrats précédents, vous aviez l'obligation de sortir en rente. Alors, suivant les contrats qui avaient peut-être des tables de mortalité intéressantes, il n'y a pas lieu de les basculer. Il vaut mieux rester sur une rente, parce que c'est une rente en fait. Aujourd'hui, si vous êtes à la retraite et que vous vivez 30 ans à la retraite, le fait d'avoir une rente, c'est plus intéressant que effectivement de sortir en capital par rapport à la table de mortalité. Donc il y a une vraie mission en fait d'état des lieux des contrats, à savoir si on les conserve ou si on les transfère.
Ensuite, on va analyser effectivement l'opportunité de souscrire des nouveaux contrats via le contrat pair. Et ensuite, il va falloir faire des arbitrages en fait tous les ans sur quel compartiment je vais affecter en fait mon épargne. Car cette épargne aujourd'hui en termes de déductibilité, elle est plafonnée. Donc chaque personne a un plafond déductible d'épargne. Et il va falloir, alors le mieux effectivement, si on regarde des compartiments aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faudrait peut-être mieux essayer de basculer sur le compartiment 2, car vous avez une exonération de charges sociales et d'impôts sur le revenu à l'entrée, et vous avez également une exonération au moment de la sortie. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la reversion. Je laisse reprendre la main à Isabelle sur la reversion. Je vais peut-être juste terminer pour dire qu'effectivement, tous ces contrats complémentaires, en fait, je pense qu'il faut anticiper. Et c'est effectivement des choses à prendre en compte au moment de la liquidation, mais il va falloir quand même l'anticiper en amont, je pense, à 45 ou 50 ans. Voilà. Isabelle? Je vais remettre le micro également. Alors, la réversion, les dossiers de réversion doivent être initiés dans l'année qui suit le décès de votre conjoint. Sont des dossiers qui sont quand même assez longs. Et il faut se méfier d'un a priori. On pense toujours percevoir à peu près 50% de la pension de son conjoint. Attention, parce que selon les caisses, il existe des plafonds de ressources, voilà, et notamment à l'assurance retraite, pour pouvoir bénéficier de la réversion de son conjoint, il faut que ses revenus ne dépassent pas 24 232 €. Donc moi, à chaque bilan retraite, j'en parle toujours parce que je ne pense pas que les gens soient au courant. Selon les caisses, il existe des conditions d'âge, de ressources, de remariage, et c'est vrai que c'est quand même bien de l'avoir en tête, parce que 24 232 € à l'année, c'est vite passé, et si on comptait sur la réversion de l'assurance de retraite de son mari, et bien c'était important de l'anticiper. Donc 54% de la retraite de base en réversion, le régime complémentaire des indépendants 60%, l'Agirc Arrco 60%, et donc tout ça, c'est à contrôler. Si jamais il y a eu plusieurs mariages dans votre vie, et ben chacune de vos ex-épouses, ou épouses et ex-épouses, il y aura une proratisation qui sera faite au moment du calcul des réversions. Voilà, donc notre laïus, et on reviendra toujours là-dessus, c'est quel que soit le point, il faut vraiment anticiper toutes ces questions. À partir de 50 ans, je pense que c'est bien, parce que notamment pour les TNS qui ont la main sur leur rémunération, et qui donc ont une vraie possibilité d'influer les montants de leur pension de retraite. Voilà. Donc la retraite, c'est technique, ça change tout le temps, et c'est bien de s'informer et de se tenir au courant. Alors, je vous propose de prendre quelques questions du chat, parce que, il y en a beaucoup. Donc, alors, on me pose la question, peut-on enclencher une retraite progressive après l'âge légal? Eh bien oui, pourquoi pas? Puisque de toute façon, il n'y a pas de contrainte. C'est après 2 ans avant l'âge légal. Donc, mais après, est-ce que c'est vraiment intéressant? Il faudrait le vérifier. Est-ce que le cumul emploi-retraite serait pas plus intéressant une fois que l'âge légal est franchi? Mais sinon, on va dire que techniquement, on peut l'enclencher quand on veut, sur la durée que l'on veut, hein, voilà. Sur le cumul emploi-retraite, je vois qu'il y a beaucoup de questions quand même sur les plafonds. Alors attention, ce ne sont pas forcément les mêmes auprès de l'assurance retraite, de l'Agirc Arrco, du RCI, hein, pour les caisses dont on a parlé. En tout cas, dans la slide, les montants qui sont indiqués sont ceux de l'assurance retraite. Donc l'assurance retraite, c'est les 3 derniers bulletins de salaire qui sont pris en compte. Donc tout ce qui est indemnité de fin de carrière, eh ben, elles sont calculées elles sont intégrées pour le calcul du plafond. Donc c'est-à-dire que pour le cumul emploi-retraite plafonné, vos revenus post-liquidation, vos revenus professionnels ne doivent pas dépasser la moyenne de vos 3 derniers bulletins de salaire, ou bien 160% du SMIC, et le montant, c'est 2 827 € bruts par mois. Voilà. Donc ça, c'est les plafonds de l'assurance retraite. Après, il faut vérifier que vos rémunérations ne dépassent pas les autres plafonds.
On a des questions sur l'activité à l'étranger. J'ai travaillé en Espagne. Est-ce que ça va compter dans ma retraite française? Bien oui, parce qu'il y a des accords de sécurité sociale avec certains pays, en tout cas déjà avec tous les pays de l'Europe, mais avec la Suisse, les États-Unis, l'Angleterre également. Enfin voilà, il y a le Gabon, il y a toute une liste de pays avec lesquels les sécurités sociales ont des ententes. Donc des trimestres cotisés, validés à l'étranger seront réintégrés à votre carrière française. Voilà. Donc ça c'est un point. Attendez, je balaye les questions, il y en a beaucoup, c'est pas évident. Pendant que tu tries les questions, Isabelle, Ouais. je me permets de Ouais. vous dire que, bien sûr, c'est des sujets qui amènent à beaucoup de questionnements et surtout sur vos situations aussi personnelles, j'imagine. Donc, vous avez un lien pour nous laisser vos coordonnées, un formulaire de contact. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez qu'on vous recontacte et que vous souhaitez échanger peut-être plus en détail avec nos experts. N'hésitez pas. On a des questions également sur quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans les relevés de carrière? Eh bien, oui, on va dire 1 dossier sur 2, il n'y a pas les trimestres du service militaire. Donc ça se récupère très, très bien, il n'y a pas de panique. Pareil, hein, si jamais, alors en plus, il y a pas de règle, je dirais. Quelqu'un qui a travaillé dans une banque toute sa carrière, on ne sait pas pourquoi il y a une année qui saute. Eh ben, c'est, des problèmes informatiques, des fusions de caisses, voilà. Donc, même chez un employeur chez qui on a passé 10 ans, il se peut qu'il y ait une année qui n'ait pas été enregistrée. Et vraiment, je suis voilà, très confiante là-dessus. Les caisses mettent vraiment à jour. Idéalement, il faut avoir ses bulletins de salaire parce que c'est à nous de faire preuve. Mais sinon, elles aussi, elles peuvent chercher et retrouver certaines informations. Donc, les corrections de carrière, elles se font. Si elles ne se sont pas faites avant la liquidation de vos droits, au moment de la liquidation, on peut vous accompagner et ça se corrige très, très bien. Ouais, Voilà. j'ai une question intéressante encore. Quel impact sur ma retraite si j'augmente fortement ma rémunération à la fin de ma carrière, Isabelle? Oui. Alors, finalement, relativement peu d'impact parce que quelque part, quand on a 60 ans, il y a des gens qui me demandent: «Hypothèse 1, je gagne, voilà, tant et puis 30 de plus ou 50 de plus». Ben, je dirais que votre retraite, votre carrière, elle est faite, et ça n'aura pas une influence si importante que ça et vous risquez d'être déçus. Donc vaut mieux le calculer, mais globalement, je dirais que l'impact sera, relativement faible. Merci. Après, il y a pas mal de réflexions, hein, des gens qui disent, Voilà. effectivement, hein, ouais, sont pas des questions, mais sont beaucoup de réflexions, notamment sur les fonctionnaires et ça, c'est vrai qu'à l'éducation nationale, c'est 4 trimestres et pas 8 comme pour les autres régimes. Donc ça, c'est une vraie vérité et ça n'a pas été corrigé au moment de la retraite. Ouais, donc ça, c'est vrai. Après, d'autres personnes disent: «Bah oui, nos parents et nos grands-parents partaient à 65 ans». C'est vrai et ce que je peux vous dire, c'est que tout à l'heure, on parlait de l'Espagne, et ben, l'Espagne, c'est 66 ans et 6 mois, en 2024 et ça augmente de 2 mois chaque année, donc 2027, 67 ans. Voilà, donc ça, c'est un pays juste à côté du nôtre, hein, donc je ne sais pas si c'est la dernière réforme dans un sens ou dans l'autre qu'on aura. En tout cas, on sera à votre disposition, hein, si vous voulez, bien sûr, nous poser des questions en dehors de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Oui. Et puis, je pense qu'un bilan effectivement retraite est important à 45 ans, 50 ans, pour avoir. Ça peut être le point de départ en fait sur une réorganisation en fait globale. En fait, hein, c'est vraiment important. Tout à fait, je pense que vous l'aurez compris, le maître mot de cette matinale, c'est L'anticipation. surtout l'anticipation, Tout à fait. exactement. Vous y prendre le plus tôt possible. Voilà. Et puis, voilà, il est 10h18. On sait qu'on n'a pas pu répondre à l'intégralité des questions, mais voilà, ça suscite toujours beaucoup d'interrogations. Vous avez donc les mails de nos intervenants qui sont dans la présentation qui est téléchargeable en principe dès à présent. Vous aurez aussi accès au replay de la matinale. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à nous laisser vos coordonnées dans le formulaire de contact qui est disponible et que Manon, notre modératrice, a remis aussi à plusieurs reprises dans le chat. Merci. Il nous reste à vous remercier pour votre participation
et on vous dit à très bientôt sur les matinales RSM. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée, bon Merci. week-end.